Une dizaine de romans, des polars, le jazz et surtout Tintinophile, Bob Garcia que j'accueille ici. Bonjour Bob Garcia. Bonjour. Et aujourd'hui c'est un jour particulier pour vous qui êtes passionné évidemment par Tintin et Hergé puisque ça fait 40 ans exactement ce vendredi 3 mars. 40 ans que Hergé nous a quittés, donc c'était le 3 mars 1983. Exact. 40 ans après Les Ultimes Secrets d'Hergé que vous publiez, c'est ce livre que vous publiez aux éditions du Rocher. Qui était vraiment Hergé? Est-ce que 40 ans après sa mort, on a une idée plus précise de ce qu'il pouvait dissimuler ou cacher? Je ne sais pas si dissimuler ou cacher quoi que ce soit. En tout cas, moi, je pense avoir mis le doigt sur quelque chose d'assez original qui n'a jamais été étudié. C'est le Petit 20e, c'est le Soir Jeunesse et c'est le journal Tintin dans lequel il prépubliait ses bandes dessinées et dans lequel il y a un certain nombre d'inspirations, de sources directes de son œuvre qui n'ont jamais été expliquées. Et puis aussi ses avis, ses opinions. Donc là, on a peut-être une vision un petit peu plus complète de ce personnage qui est effectivement assez complexe. Oui, voilà, Les Ultimes Secrets d'Hergé. Alors, on ne verra pas trop de photos d'Hergé, ni de Tintin, ni de tout ça pendant cette émission, parce qu'on sait que c'est toujours très compliqué pour des problèmes de droit et de façon de parler de l'œuvre, ce qui est toujours un peu embêtant. Vous en avez d'ailleurs été, j'allais presque dire, la victime, entre guillemets, puisque vous avez, à un moment donné, les éditions Moulin Sarr avaient porté plainte contre vous. Oui, j'avais fait une courte citation pour peut-être une vingtaine de vignettes d'Hergé, des cases d'Hergé sur 4 bouquins. Ça représentait quelques 0,000x% de l'œuvre d'Hergé. C'était pas de la courte citation et j'ai été condamné pour ça. Enfin, c'est mon. Alors on voit derrière vos couvertures à vous. On a le droit de les montrer, là, rassurez-nous. Ouais, je sais pas. J'espère, oui, j'espère. C'est vos couvertures à vous. Ouais, alors, Hergé le polar, Hergé le cinéma à la BD, Hergé l'histoire, Jules Verne et Hergé, vous êtes alors là complètement un tintinophile. C'est 80 000 pages que vous vous êtes ingurgité pour faire ce bouquin-là. Oui. Je suis tombé dessus un petit peu par hasard, il faut bien le dire. Je travaillais sur un autre bouquin que vous avez peut-être ici, qui était Tintin et l'histoire. Et dans le cadre de cet ouvrage-là, j'ai été amené à consulter un certain nombre de volumes du Petit 20e, de ce magazine donc pour enfants, dans lequel il prépubliait ses bandes dessinées. Et puis en regardant un, je me dis, tiens, ça me rappelle tel élément de scénario de tel BD. Tiens, ça me rappelle tel autre élément, etc. Et je me suis dit, mais au fond, on en a déjà parlé, j'ai entendu parler dans certaines biographies du Petit 20e et de ce qu'Hergé aurait pu éventuellement prendre dans le Petit 20e, sauf que ça n'a jamais été étudié de manière approfondie. Oui. Donc, je me suis mis en quête d'aller chercher tout ça. C'est pas facile, ça remonte à 1900, ça commence en 1929, et puis pour la dernière publication du journal Tintin, c'est en 1987. Donc vous avez demandé à des tintinophiles, il y en a plein, des collectionneurs, de retrouver les milliers de revues. Oui, il y en a un peu plus de 2500, 2800, je crois, au total. Donc, je me suis amusé à aller voir un tel. Alors, un tel, il a une petite partie de ça. Il les a pas scannés. Donc, derrière, après, il faut encore les photographier, etc. Puis, il me dit, ah oui, mais j'en ai eu une autre partie, mais je l'ai vendue à un tel. Est-ce que vous avez gardé ses coordonnées? Oui, alors il faut aller voir un tel, etc. Ah non, c'est le monde des tintinophiles. Voilà, alors vous tirez la ficelle. Et puis, finalement, au bout d'un an, pratiquement, d'investigation, j'ai réussi à avoir la totalité de tous les numéros du Petit 20e, tous les numéros du Soir Jeunesse, donc c'était le supplément jeunesse du magazine Le Soir qui était aux mains des Allemands, plus les pages dans lesquelles Hergé a publié après ses bandes dessinées, dans Le Soir même, et puis après la guerre, à partir de 1946, tous les journaux Tintin, donc 2500... voilà. Oui, ça veut dire, en fait, évidemment, vous avez cherché ce qui avait pu influencer les histoires qu'on connaît de Tintin, de Josette et Joko, de Quick et Flupk, et en fait, toute l'œuvre d'Hergé, et vous avez découvert beaucoup de choses sur ce qui, finalement, nourrissait l'œuvre. Alors, attention, je partais vraiment à l'inconnu. Je ne savais absolument pas ce que j'allais découvrir, si j'allais découvrir quelque chose en lisant tout ça. Donc, il a fallu effectivement scroller, une fois que tout a été scanné, scroller page par page, 80 000 pages, où quelquefois je me disais, mais alors, tu es en train de faire fausse route, il n'y a rien du tout dans ce que tu regardes. Et puis, à un moment donné, bam, vous voyez apparaître en gros sur l'écran l'origine du docteur Müller, l'origine de Philocèle, vous savez, celui qui, le voleur à la tire, là, qui vole les portefeuilles dans le secret de la licorne, etc. etc. Oui, donc câble rouge, d'où ça vient. Câble rouge, etc. Oui, Haddock, comment il a été imaginé. Haddock aussi, voilà, etc. Un trappeur, au début, c'était un trappeur. C'était un trappeur, voilà, vous avez bien lu le bouquin. Donc c'était un trappeur. Alors il y a des choses qu'on savait déjà, et puis là qui ont été confirmées, je veux dire, par cette lecture-là, et puis il y a des choses que j'ai découvertes, je dirais peut-être 100, 200, peut-être 200 détails vraiment très très précis. Et comme on dit, le diable se cache dans le détail. C'est-à-dire est-ce qu'on peut être sûr qu'Hergé a vraiment pompé ça dans le petit 20e, tel élément de scénario, etc. Quand vous avez par exemple
une nouvelle des informations qui apparaît le jeudi, et que le jeudi suivant, la même nouvelle se retrouve dans le scénario d'Hergé un petit peu transformé. Oui. Mais c'est comme il était aussi un peu le patron, il aurait pu lui-même avoir donné l'idée. En fait, il se nourrissait de tout ça. Oui. Alors évidemment, lorsqu'on parle de Rackham le Rouge, je le disais, vous allez retrouver évidemment tout un tas d'informations. Des dessins. Ou alors ça peut être Jules Verne, ça peut être évidemment la conquête spatiale, c'est plein de sujets. Mais c'est aussi l'histoire qui rentre dans tout ça. Évidemment, ça commence avec Tintin au pays des Soviets. Oui. Et là, vous dites, alors, parce qu'il y a toute une partie du bouquin où vous vous interrogez aussi pour savoir, est-ce que Hergé, parce qu'il a été accusé, bon, alors Hergé à l'époque était effectivement anticommuniste. Bon, il a surtout, ça c'est les deux premiers, Tintin au pays des Soviets et Tintin au Congo, c'était des BD de commande qui venaient de son patron, qui s'appelait Norbert Wallet, qui était l'abbé Norbert Wallet, qui lui a dit, dans un premier temps, tu vas envoyer ton Tintin en Union soviétique pour casser du soviet, et dans un deuxième temps, au Congo, pour créer un petit peu la vocation et donner envie aux gens, aux autochtones, donc aux Belges du continent, d'aller sur le continent africain. Il reprend, par exemple, sur la vision, la façon de voir des communistes, il reprend ce qui était déjà dans le magazine, ce qu'on lisait par ailleurs. Exactement. Il transpose l'actualité. Voilà. Et alors, le Congo, qui est un album très décrié et souvent d'ailleurs jugé raciste, est-ce que là aussi, vous pouvez conclure que Hergé s'est livré un peu peut-être à ce qu'il y avait à l'époque, la façon dont que l'on avait de voir le Congo belge? Oui, il l'a dit lui-même, il considérait les Africains, les Congolais comme des grands enfants un petit peu immatures, etc. C'est ce qu'il a mis dans sa bande dessinée, c'est pas glorieux. Mais si on se borne uniquement aux bandes dessinées d'Hergé, on a une vision, et en plus à Tintin, on a une certaine vision, et on peut considérer qu'Hergé se borne à ça, se borne à cette vision et à ce qu'il a marqué dans ses bandes dessinées. L'intérêt de ce travail sur le petit 20e et puis après sur les autres magazines et tout, c'est qu'on a une vision de tout ce qu'il a écrit après, ailleurs, en dehors de tout ça. Et on conforte ou on infirme ou on confirme un certain nombre d'idées. Oui, parce qu'après, il va avoir une autre vision avec les Indiens, etc. Non, mais même sur le Congo. Sur le Congo, Hergé va dire, par exemple, il y a un Congolais qui va écrire au journal pour dire « Je voudrais aller aux États-Unis parce que là, ça a l'air d'être un pays formidable, etc. » Hergé lui dit « Mais faites pas ça, malheureux. Là, vous serez un citoyen de sous-gamme, sous-catégorie. Là-bas, les Noirs sont pendus pour un rien, etc. C'est une horreur. Ne faites pas ça. » Donc, il prend la défense du Congolais en lui disant là-bas, il y a du racisme, il y a le Ku Klux Klan, etc. Donc il est pas du tout raciste contre les Congolais, mais au contraire pour leur défense. Oui. Donc il faut voir ce qui était écrit en dehors des bandes dessinées, qui ne constitue pas l'unique pensée d'Hergé. Il y a bien d'autres choses. Oui, c'est absolument passionnant. Alors évidemment, ça c'est plus connu, mais le soir, lorsque le soir passe aux mains des Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, il choisit vous dites, finalement c'est plus la lâcheté qu'autre chose, il choisit de continuer de travailler pour ce journal aux mains, on va dire, des nazis. Oui, c'est ce qu'on appelait le soir volé, parce qu'effectivement, il était aux mains des Allemands, donc c'était plus le soir habituel, c'était le soir qui avait été volé par les Allemands. Qu'est-ce qu'on fait? On s'appelle Hergé, on commence à avoir une petite notoriété avec Tintin, dans un magazine un journal un peu déclinant qui s'appelait le XXe siècle, avec le petit 20e, diffusion assez restreinte. La guerre arrive, le journal en question, il est aux mains des Allemands, et on vous propose un journal qui diffuse, allez, peut-être 5 ou 10 fois plus que le XXe siècle, et vous continuez vos BD. Qu'est-ce qu'on ferait? Qu'est-ce qu'on aurait fait, nous, en tant qu'humains, dans cette situation-là? Il va collaborer, certes, mais sa collaboration, elle va se borner à faire des bandes dessinées, puis à faire rêver un peu les enfants dans un moment où ils avaient besoin de ce rêve-là. Oui, mais il est conscient quand même de la situation. Totalement. Oui. Totalement. Là, il oui. faut relire les biographies de Peters, par exemple, ou de Godin, ou n'importe qui. Il écrit à son éditeur, Charles Lend, qui est l'éditeur de Casterman, « Je voudrais continuer mes bandes dessinées dans le soir. » Et Charles Lend lui dit « Attention, si vous faites ça, vous allez prendre de gros risques en termes d'image, et puis après la guerre, qu'est-ce qui va se passer, comment vous allez être perçu, etc. » Il fait fi de tout ça. Et il décide de collaborer avec les Allemands en parfaite connaissance de cause. Il a été mis en garde de ça. On ne peut pas dire qu'il ne le savait pas. Donc il a pris cette décision. Il sera évidemment, après la guerre, mis en accusation. Il portera ce fardeau longtemps. Mais simplement, par exemple, sur la grande question, est-ce qu'il est antisémite, Hergé? Parce qu'il y a eu des accusations sur des représentations de juifs dans des albums de Tintin. Oui. Alors, en épluchant le petit 20e, je me suis rendu compte qu'il y avait au moins une 50aine de plaisanteries juives. Si c'est fait par des juifs, c'est drôle.
des Juifs qui sont à pro-gain, machin, etc., qui pensent qu'à l'argent, qui seraient prêts à tuer père et mère pour avoir du fric. C'est raconté par un Juif, c'est super drôle. C'est raconté par un goy, par un non-Juif, ça fait beaucoup moins rire. Donc le petit 20e était truffé de ce genre de vannes. Mais comme on se moquait aussi des Écossais, pour leur avarice prétendue. Bien entendu, tous les Écossais ne sont pas avares, tous les Juifs ne sont pas avares non plus, etc. Donc Hergé, il baignait dans ce milieu-là, et il a fait une vanne, effectivement. Il a repris un personnage dans l'Étoile mystérieuse de deux Juifs, en fait, qui se frottent les mains parce que ça va être la fin du monde, et justement, je dois de l'argent à mon fournisseur, et si c'est la fin du monde, je ne vais pas payer cet argent-là. Ça ne tombe pas très bien, ça ne tombe pas au bon moment. Oui. Donc ça oui, mais vous affirmez, hein, Bob Garcia, non, il n'était pas antisémite. Non, absolument pas. Il faut éplucher toute son œuvre, pas seulement Tintin, encore une fois, mais Josette et Joko, Quick et Flup, etc. Il n'y a pas une vision du juif qui est négative, qui est vraiment contre le juif, antisémite, oui, au sens propre du terme. Alors, il y a une autre question, est-ce qu'il était anti-musulman? Parce que ça aussi, ça a été posé. Pas plus. Oui. Alors, effectivement, il y a une bande dessinée, c'est dans Le Crabe aux pinces d'or, je crois, ou dans L'Or Noir, je ne me rappelle plus, l'un des deux, ou les deux, où il y a les Dupont qui rentrent dans une mosquée avec les chaussures et qui se font virer à coups de pompe dans le derrière parce qu'ils sont rentrés dans la mosquée et qu'ils n'ont pas respecté les règles. Et à un autre moment donné, un des Dupont qui donne un coup de pied aux fesses d'un musulman qui est tourné vers la Mecque, en train de faire sa prière, etc., avec les fesses en l'air. Alors on dit, oh là là, malheur, il est anti-arabe, anti-musulman, anti ce que vous voulez. Mais de qui se moque dans cette histoire-là? Des Dupont, pas des musulmans. Ils disent, vous voyez, ces gens-là qui sont belges, au passage, donc on pourrait aussi dire qu'il est anti-belge après Hergé. Ces gens-là sont ridicules parce qu'ils ne connaissent pas les traditions locales et ils commettent des erreurs notoires et ils se font virer. Hergé connaissait très bien le Coran, les principes religieux. Absolument, ouais. Les 7 piliers du Coran, il le connaît très bien. Je l'ai développé dans un autre bouquin d'ailleurs qui s'appelle... D'ailleurs, il était plus mystique que catholique. Oui, je crois, oui, c'est ça, voilà. Peut-être attiré plutôt par l'ensemble des religions, par un côté un peu mystique, mais la religion catholique ou la religion... Le bouddhisme ou autre chose, l'islam, non, c'était pas vraiment... Alors, une autre question que vous abordez, c'est passionnant dans ce bouquin, est-ce qu'il était misogyne? Parce qu'effectivement, la société de l'époque était baignée de ça. Là encore, si on réduit sa pensée à son œuvre la plus connue, c'est-à-dire Tintin, il y a très peu de femmes. Enfin, encore on a pu en décompter à peu près une cinquantaine. Hein. Il y a des actrices, il y a toutes sortes de personnalités qui apparaissent, mais plutôt en filigrane, en fond, qui ne jouent pas un rôle très énorme. La Castafiore étant un petit peu l'arbre qui cache la forêt. Si on se borne à cette œuvre-là, effectivement, il n'y a pas beaucoup de femmes. C'est une œuvre de garçon, c'est un ancien scout qui part avec ses copains faire des virées, etc. La femme n'a pas vraiment trouvé sa place là-dedans. Maintenant, si on regarde ce qu'il a fait par ailleurs, Hergé, il a publié dans comment s'appelait déjà, votre journal Madame, ou quelque chose comme ça, qui était le supplément du XXe siècle, du lundi, qui était consacré aux femmes. Et là, il dessine des femmes, personne n'en a jamais parlé, elles sont filiformes, elles sont magnifiques, c'est les canons de l'époque, c'est vraiment de très belles femmes pour l'époque, hein, de cette époque-là, selon les critères de cette époque-là. Et après, il a eu aussi des épouses qui étaient vraiment particulièrement jolies, notamment sa première épouse, Germaine Kikens, qu'il a peinte, il en a fait des tableaux, des tableaux nus que l'on connaît, et il dessinait ça très très bien. Il n'y avait aucune connotation négative ou péjorative dans ses dessins et dans son approche des femmes. Il a fait aussi des publicités. Les publicités pour des voitures, pour toutes sortes de marques, où souvent une femme est présentée dans ces publicités-là. C'est des femmes avec une classe pas possible, très très belles, et qui sont à des années-lumière de ce qu'il a pu représenter dans Tintin avec la Castafiore. Oui, mais non, il n'était pas misogyne. Oui. Il était entouré de femmes aussi. Oui. Au petit 20e et par la suite. 40 ans après, les secrets, les ultimes secrets, c'est le titre de votre livre aux éditions du Rocher. Oui, il y a encore des secrets. Il y a encore des choses à trouver. Oui, incroyable. Mais à mon propre étonnement, parce que ça fait quand même un paquet d'années que je travaille là-dessus, ça doit faire 18 ans à peu près, donc je pensais avoir fait un peu le tour. Et je mets le doigt dans cet engrenage-là du petit 20e, et puis après du Soir, et puis après du journal Tintin, et là je découvre un nombre de références, de sources d'inspiration d'Hergé qui n'ont jamais été évoquées nulle part, dans aucune biographie. Et quand Hergé donne des conseils de lecture dans le petit 20e, etc., souvent, c'est les bouquins qu'il est en train de lire pour les BD qu'il est en train de faire.
Et là, on a encore une autre dimension, c'est-à-dire qu'on a une bibliographie hergéenne qui sort, comme ça, du néant, dont personne n'a jamais fait allusion, parce que personne n'a juste eu le temps ou l'occasion, peut-être, de faire ce boulot de malade, de relire ces 80 000 pages, ce que j'ai fait. Oui, mais le fait est que, voilà, 40 ans après, on a une telle fascination encore, à la fois pour l'œuvre, bien sûr, et puis pour l'homme. Ça montre aussi combien ce type était absolument incroyable. Il a fait une œuvre géniale, universelle, intemporelle, qui parle à tout le monde, à tous les pays. C'est difficile de lui jeter la pierre. C'est vraiment c'est un génie, quoi. Il faut dire ce qui est. Merci Bob Garcia. Hergé, les ultimes secrets aux éditions du Rocher, c'est ce livre-là, les 40 ans après la mort d'Hergé. Merci d'avoir été notre invité. Merci beaucoup. Merci.